Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sous les libertés informatiques et également de la musique libre. Nous vous convions ce mardi au Café Libre pour débattre autour de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Luc sous l'oligarchie techno-industrielle et aussi la 4e et dernière chronique de Vincent Calam consacrée à la convivialité d'Ivan Illich. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 28 janvier, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, aujourd'hui, Julie Chomard. Bonjour Julie. Bonjour Isabella, bonjour à tous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer avec la chronique L'Apitude de Luc qui porte aujourd'hui sur l'oligarchie techno-industrielle. Le sujet a été enregistré il y a quelques jours. Je vous propose donc d'écouter ce sujet et on se retrouve juste après. Avec les fêtes, ça fait 2 bons mois que je n'ai pas pondu de pituite et il s'en est passé des trucs en si peu de temps. J'en étais resté au conflit autour de WordPress et j'avais encore des trucs à dire. Mais entre-temps, le Père Noël est passé, il a déposé la gastro au pied de mon sapin. Elle a pris son temps pour coloniser mon système digestif. Le 1er janvier à 5h du matin, j'ai compris que pour la bonne santé, c'était foutu. En ce qui concerne la bonne année, j'avais fait une croix dessus en apprenant la réélection de Trump. Manifestement, le père Fouettard en a eu marre de son rôle d'épouvantail. Il a pris son autonomie le 20 janvier dernier et lancé une start-up nauséabonde qui annonce les heures sombres de notre histoire à venir. Non, l'année ne sera pas bonne, la décennie non plus, et la suivante ne fera probablement pas mieux. Le père Fouettard n'aurait sans doute pas réussi sans le soutien des grands pontes de la Silicon Valley, qui certes n'ont pas basculé comme un seul homme, mais qui comptent des acteurs majeurs et aucune opposition manifeste. Ils ont soutenu Trump à coups de millions, alors qu'il y a encore quelques années, ils avaient plutôt tendance à soutenir le camp adverse. C'est notamment le cas de Marc Andreessen et Ben Horowitz, les 2 fondateurs d'un des plus gros fonds d'investissement du coin. On a quand même moins parlé d'eux que de Bezos, propriétaire du Washington Post, qui a refusé que le journal prenne position, comme il est coutume de le faire aux États-Unis. Sachant que le journal aurait opté pour une candidate qui n'aurait pas été Trump. Et dire qu'en 2020, la presse publiait des articles sur la haine et la rivalité qui existaient entre lui et Trump. Et on a également moins parlé de Bezos que de Zuckerberg, qui se distingue comme souvent par son style spectaculairement con et brutal, avec la liquidation des services de fact-checking, le retour des sujets politiques, la suppression des règles de discrimination et d'insultes à l'encontre des LGBT, l'abonnement automatique d'utilisateurs au compte de Trump, le blocage du hashtag démocrate, tout en vantant les mérites de l'énergie masculine et de l'agressivité dans un célèbre podcast pro-Trump. Mais celui dont on parle le plus, c'est bien entendu d'Elon Musk, qui lui aussi a changé de bord. Il s'est payé un poste de responsable de l'efficacité gouvernementale, qui consistera probablement à détruire les administrations fédérales qui pourraient empêcher Trump de faire tout ce qui lui passe par la tête. C'est quand même ironique qu'une administration qui a dépensé 1000 milliards de dollars dans la guerre contre la drogue depuis 1971 en arrive à se faire liquider en 2025 par un toxico. Je ne parierai toutefois pas trop sur l'avenir de Musk. Déjà, il a éclipsé Trump lors de sa cérémonie d'ouverture en faisant des saluts pas nazis du tout, mais tellement ressemblants que les nazis ont cliqué sur le bouton j'aime avec enthousiasme. Il a ensuite taclé le super projet d'IA de Trump, nommé Stargate, juste après que ce dernier l'ait lancé en fanfare. C'est risqué de retirer sa dose de narcissium à un vieux singe sénile, il pourrait mordre. Et tant qu'on parle sénilité, lors de son pot de départ, Biden a dénoncé l'émergence d'une oligarchie techno-industrielle qui mettait en danger la démocratie américaine. Il a tout repompé sur Eisenhower qui dénonçait en 1961 le poids malsain du complexe militaro-industriel. Ou alors c'est une référence, ça voudrait dire qu'il n'est pas complètement gâteux. Faut dire que cette oligarchie techno-industrielle a été fâchée ces 4 dernières années par la politique plutôt ferme de la FTC, ainsi que par l'Europe et son RGPD. Zuck
tout en faisant la danse du ventre pour apaiser Trump, n'a quand même pas oublié de se plaindre de ce que les institutions européennes lui faisaient subir. Avec des milliards, on achète tout, y compris des consciences. Alors quand on en a des centaines dans les poches, ce n'est pas pour se faire dicter sa conduite par des gueux. Ils ont acheté le pouvoir et ont une voie dégagée pour faire leur truc sans plus aucune entrave. Leurs homologues allemands ont eu la même assurance dans les années 30, on verra s'ils feront mieux qu'eux. C'est maintenant du tréfonds de mon slip que je sors un lien avec Mullenweg. Pour mémoire, c'est le patron de l'éditeur de WordPress dont je parlais dans ma dernière chronique. Il accuse son concurrent de parasitisme. Même si ce qu'il fait est très contestable du point de vue de l'éthique libriste, je ne parviens pas à le condamner complètement, parce que le basculement que nous venons de vivre prouve que le pouvoir économique peut tout acheter. J'en viens à penser que l'aspect économique est un angle mort du libre. Les GAFAM et d'autres acteurs analogues se sont développés grâce au libre, et sont maintenant parvenus à appliquer une logique privatrice au code, aux données, aux esprits, et maintenant au système politique tout entier. Le projet social de l'informatique libre, à défaut d'avoir échoué, n'a manifestement pas réussi, et je crois que l'absence de pouvoir économique pèse lourd dans cette défaite. Dans ce nouveau monde où l'humanisme n'est plus qu'une blague, la force est la seule valeur qui compte, et donc je me pose la question, l'informatique libre, combien de divisions ? Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'écouter un sujet enregistré il y a quelques jours consacré au thème l'oligarchie techno-industrielle. Nous allons maintenant faire une petite pause musicale. Et après la pause musicale, nous aborderons notre sujet principal au Café Libre, un débat autour de l'actualité du logiciel libre avec Bouquinette, G et Isabelle Carrère dans Tanak. Pour le moment, nous allons écouter Diaspora dialectique par Tinta Maré. On se retrouve dans environ 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Jamais non jamais.
Nous venons d'écouter Diaspora Dialectique par Tintamar et disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0. C'est une licence qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Et dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez ou créez du matériel à partir de cette musique, vous devez diffuser votre œuvre modifiée dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la même licence. C'est la signification de share alike. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal. C'est un sujet taillé pour le direct, donc si vous écoutez, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, soit sur le site causecommune.fm, bouton chat, salon, dièse libre à vous, soit sur le site de l'émission libreavou.org. Nous vous souhaitons la bienvenue au Café Libre, où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre dans un moment convivial, un temps de débat avec notre équipe de libristes de choc, issue d'une rigoureuse sélection pour discuter avec elles et eux et débattre des sujets d'actualité autour du libre et des libertés informatiques. Aujourd'hui, avec moi autour de la table, Magali Garnero, alias Bouquinette, présidente de l'April. Salut Isa. G, docteur en informatique et dessinateur, aussi administrateur de l'April. Bonjour tout le monde. Et Isabelle Carrère d'Antanac, association proche car amie, mais aussi car son siège est à côté du studio de la radio. Bonjour. Bonjour à vous trois et merci d'être avec moi aujourd'hui pour ce temps d'échange. Merci en particulier à Isabelle qui nous a apporté aussi des gâteaux et a préparé café et thé pour faire de ce café libre un vrai moment de goûter et convivial. Éternelle reconnaissance. Exactement. Je précise que toutes les références de l'émission du jour seront rendues disponibles sur la page consacrée à l'émission libreavou.org/233. On va commencer par le premier des sujets qu'on a sélectionné pour vous. La Cour des comptes a publié en ligne le bilan de la campagne de consultation qu'elle avait lancée en septembre 2024 en ligne, afin de permettre à celles et ceux qui le souhaitaient de proposer des thèmes nouveaux sur lesquels l'institution pourrait exercer sa mission de contrôle de l'action publique. Nous rappelons en fait que la Cour des comptes est l'institution supérieure de contrôle chargée de vérifier l'emploi des fonds publics, de sanctionner les manquements à leur bon usage. L'April ayant participé à cette campagne de consultation, Bouquinette est peut-être partante pour présenter ce projet ? Bon, oui, pourquoi pas. Alors effectivement, elle avait lancé une plateforme de consultation en septembre et on avait jusqu'au 4 octobre 2024 pour aller faire nos propositions. L'April est allé faire sa proposition. On a repris quelque chose qui avait déjà été fait avant mais qui n'avait été plus soutenu en 2024. Donc on a remis le truc parce qu'on aime bien insister. Nous, on avait demandé une évaluation des dépenses logicielles de l'État et des administrations centrales. Alors, autant vous dire qu'on a eu beaucoup de chance parce que cette proposition est arrivée en 7e place. Wouhou! Voilà, c'est pas tous les jours qu'on est en top 10, hein, donc voilà. On en avait marre que l'État soit juste un observateur et un consommateur passif des solutions du logiciel libre, donc on voulait vraiment qu'il y ait une évaluation précise, qu'on sache exactement qui dépense quoi, quitte à faire des économies, autant les faire là où c'est intéressant de les faire et pas ailleurs, voilà. Et donc, notre proposition est arrivée en 7e position. Et en janvier 2025, c'était la date qu'on attendait vraiment avec impatience, la Cour des comptes a fait son premier bilan de consultation et elle a indiqué la proposition suivante, le coût des prestations et de licence des outils bureautiques et collaboratifs. Bon, c'est pas tous les logiciels numériques, hein, c'est que les prestations bureautiques et collaboratives, mais on voit très bien que c'est Microsoft qui est dans le viseur, quoi. Donc, je suis contente en tant que présidente de l'April qu'on ait quand même un petit bout qui soit retenu, même si je suis toujours un peu déçue qu'ils n'aillent pas jusqu'au fond des choses, quoi. Je ne sais pas ce que vous en dites les autres. Moi, je suis assez contente parce qu'effectivement, on en avait parlé de ce sujet. On l'avait présenté dans une des émissions avec Fred. Et nous, Antanac, on l'a pas mal relayé parce qu'on voulait effectivement que ça soit... en fait, c'est des choses que tout le monde peut comprendre. Et je trouve que c'est intéressant, du coup, que ça puisse être soutenu, même par des gens qui ne sont pas obligatoirement hyper férus et, tu vois, des libristes absolument très, très engagés. Oui. Mais parce que ça parle à tout le monde. Oui, en fait, c'est mon argent aussi un petit peu. Et donc, où est-ce qu'il part ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est super. Moi, je suis vraiment ravie que ça arrive là, même si, tu as raison, oui, la réponse, elle n'est pas suffisante. Mais bon, à chaque jour, tu vois, qui part et tout ça. Ouais, c'est un début. Ouais.
Ouais, puis il y a effectivement, comme tu disais, ça doit être Microsoft qui est plutôt dans le viseur, parce que c'est vrai que c'est un truc dont on parle peu, mais il y a quand même je sais pas si c'est une explosion des coûts, mais je serais curieux justement d'avoir le rapport de la Cour des comptes. Parce qu'il y a quelques années, quand on avait une suite bureautique, on achetait une licence et puis on avait une suite bureautique, quoi. Maintenant, avec Microsoft 365, ça veut dire que tu payes 365 jours par an, hein, clairement. Donc en gros, c'est des abonnements et alors c'est parce que c'est des outils en ligne, évidemment. C'est plus comme Google Docs, tout ça, où on a des outils qui sont pas sur notre ordi, qui sont sur des serveurs. Donc évidemment, au lieu de payer une fois une licence, on paye un peu tout le temps pour avoir cet accès, mais moi je serais curieux de voir comment ça s'est matérialisé en fait en coût de licence bureautique, parce que je pense que ça doit pas être totalement pareil. Hein. Outils collaboratifs, c'est aussi Microsoft, c'est ça que vous dites? Ça je sais pas par contre. C'est pas sûr ça, hein? Non? Ça peut être les Google tous les Docs machins Google trucs compagnie, là, hein. oui, les drives bidules, enfin tous les engins sur lesquels on va pouvoir déposer des choses qu'on va partager avec les autres. Donc non, mais du coup c'est chouette et ça peut nous aider aussi à soutenir tout le discours de voilà, t'as bien vu, toi aussi il faut que t'arrêtes, il n'y a pas que l'État qui doit arrêter, mais toi aussi tu dois arrêter d'utiliser Microsoft. Ce qui peut être sympa aussi, c'est que quand ils vont nous le chiffrer, et que ça va forcément se compter en milliards, hein, faut pas se leurrer. On pourra dire que plutôt que de baisser les budgets de, je sais pas, les services, la santé, l'école, et ainsi de suite, aller faire des économies sur le numérique. Ouais, mais il n'y a pas d'équivalent, parce que Etherpad c'est nul, c'est pas bien, du coup on est obligé de payer Microsoft. Non, mais moi je les connais, les arguments qu'on te sort tout le temps. Est-ce qu'on peut encore dire que le pad ou l'outil d'écriture collaborative en ligne est nul quand c'est le ministère de l'Éducation nationale qui le met à disposition sur apps.education.gov pour tous les profs. Donc, je pense pas. Ah, c'est pas moi qui le dis. Hein. Ah non, mais je suis complètement fâchée. Choquée par ce que tu viens de dire. Non, mais quand on voit tout le travail que fait le ministère de l'Éducation, justement avec AppsEdu, où il propose pas mal de logiciels libres, je vais juste citer ne serait-ce que Big Blue Button. Moi, quand on est rabote de voir des conférences sur Teams et compagnie, il y a des alternatives qui existent, qui sont viables, qui montent en compétences. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est vraiment se cacher derrière une excuse qui ne tient plus la route à notre époque. Donc la Cour de compte s'est transformée en une alliée, en fait, de nos luttes. Un début d'allié. Ouais. Faut pas crier victoire trop vite non plus, on va voir. Non, on va voir ce que ça va donner, effectivement. Et la date, t'as dit, c'est quoi? Quand est-ce qu'ils doivent donner ces chiffres-là? Moi, j'ai pas vu de date, mais je pense que comme ils font des bilans à peu près tous les ans, on aura peut-être un chiffre avant l'été de l'année prochaine. Ah non, que l'année prochaine. Je peux pas dire ça. Okay. Je regarde autour de moi, si vous savez. Non, je sais pas. Après, je sais qu'il y a une limitation dont on avait parlé dans notre gazette de l'April qu'on a fait l'automne dernier. C'est que les avis de la Cour des comptes ne sont absolument pas... comment dire, ils sont consultatifs, quoi. C'est-à-dire que c'est comme la CNIL, ouais. C'est pas... Si la Cour des comptes dit ça, c'est très mal géré, il y a de l'argent qui part trop, les gens qui sont concernés peuvent dire d'accord. Puis c'est tout. Ouais, quand même de moins en moins, je trouve. Hein. C'est-à-dire que les médias, pour le coup, là, beaucoup de médias font leur taf sur le fait de parler de ces discours-là, des rapports de la Cour des comptes, et toutes les assos engagées le font aussi beaucoup. Donc je trouve que de moins en moins, on peut se cacher derrière son petit dent et dire oui, non, mais c'est pas grave, ça n'est que la Cour des comptes. Alors que la CNIL, toujours pas. Mais la Cour des comptes, je pense qu'on peut, on peut s'attendre à ce que quand même elles soient un petit peu plus écoutées dorénavant. D'autant plus que cette consultation en ligne donne encore plus de visibilité à la Cour des comptes. Moi, je lis sur leur site, ils ont enregistré 942 propositions et près de 18 000 soutiens et commentaires. Donc peut-être que l'utilisation de cet outil, ça permet aussi de mettre plus en lumière ce que la Cour des comptes fait. Oui, ce que je ne sais pas, c'est où est-ce que... je vais être casse-pied là, mais où est-ce qu'elle avait mis la possibilité de voter autrement que sur un ordinateur facture numérique. Pour qu'il n'y ait pas on est d'accord. De discrimination là-dessus, ça je ne sais pas, mais bon. Non, mais voyons le côté positif, avoir des chiffres. Nous, à l'après, ça va vraiment nous aider à taper, gentiment, hein. Je ne vais pas sortir ma batte de baseball, mais à taper sur certains ministères, certaines administrations, donc... On attend les chiffres avec impatience. Voilà, c'était bien de commencer par une bonne nouvelle. C'est ce que tu voulais, hein? C'est ça, j'aime bien les bonnes nouvelles. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Je vais essayer de t'en trouver un pour chacun des sujets. Ok, cool. Est-ce qu'on est prêt pour le prochain sujet? Oui. J'ai pas vu la cling. J'ai oublié, mais tu vas la faire pour moi. Cling.
Le prochain sujet est peut-être moins une bonne nouvelle. Ça concerne la politique de modération de Meta. Rappelons que Meta, anciennement connue sous le nom de Facebook, est une multinationale américaine fondée en 2004 par Mark Zuckerberg, qui en est aussi le dirigeant. Et donc, ça fait partie des géants du numérique, GAFAM ou Magma, comme quelqu'un commence à les appeler maintenant à cause du changement de nom. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qui veut prendre la parole pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec la politique de modération de Meta? Qui prend la parole? Eh ben, j'y vais. Alors, en gros... donc Meta jusqu'à maintenant, et comme pas mal d'entreprises de la tech, pour les gens qui ont écouté la P8 de Luc, voilà, on reste un peu dans cette thématique, était plutôt derrière les progressistes, on va dire, états-uniens, c'est-à-dire en gros plutôt le côté démocrate, donc c'est pas non plus des dangereux gauchistes, mais enfin voilà, c'est plutôt des gens qui étaient plutôt contre le racisme, contre le sexisme, contre l'homophobie, enfin bon, des trucs qui nous sembleraient... un peu logique, mais finalement pas tant que ça. Et donc là, ils ont compris, ils ont senti le vent tourner un peu comme toutes les entreprises de la tech de la Silicon Valley, et se sont gentiment rangés derrière Trump, et donc ont un peu foutu à la poubelle tous ces trucs-là, c'est-à-dire qu'ils avaient des gens qui étaient littéralement là pour s'assurer que les plateformes soient inclusives, etc. Il n'y a plus personne, tout le monde s'est fait virer. Et donc aujourd'hui, il y a des choses qui sont super dans la nouvelle politique de modération de Meta. On a l'autorisation de qualifier de maladie mentale ou d'anormalité l'homosexualité ou la transidentité. Ou la transidentité, c'est sympa. Alors soi-disant c'est pour la liberté d'expression, mais alors sachez, il y a des gens qui ont fait des tests. Par exemple, si tu écris le mot cisgenre sur X, j'allais dire Twitter. Cisgenre, donc pour les gens qui ne savent pas ce qu'est ce mot, en gros, ça désigne les personnes qui ne sont pas transgenres. Donc c'est plutôt un mot qui est utilisé par les militants LGBT notamment. Et ce mot-là sur X est repéré comme un contenu d'appel à la haine. Voilà, donc c'est ça la liberté d'expression. T'es en train de parler d'hypocrisie là. En gros, c'est la liberté d'expression, sauf pour ces règles à soi, quoi. Ouais, bon, enfin, je vais pas sortir tout de suite. Bon, il est quoi? Il est 15h53. Je sors tout de suite ma carte. Le problème, c'est le capitalisme ou pas? Non mais voilà, parce que bon, alors Elon Musk visiblement est quand même plutôt un nazi, on va dire, bon, pour le dire de manière concise. Des gens comme Zuckerberg, je sais pas trop, je sais en tout cas que c'est des gens qui n'ont aucune conviction et qui bouffent vraiment à tous les râteliers, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques années, c'était un peu à la mode d'être pro-LGBT, d'être vachement inclusif, tout ça, donc ils se sont dirigés vers là, et puis là, le vent tourne. Ils vont là où il y a le pognon, en fait, et c'est vieux comme Renault qui construisait des trucs pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, Lafarge qui continue à faire du commerce avec Daesh en Syrie, enfin... C'est peu importe en fait qu'il y a de toute façon, même si c'est une saloperie de dictature, il y aura toujours moyen de faire du pognon, voilà. Et juste un dernier truc, je suis désolé, j'ai parlé longtemps. Moi, je suis assez curieux par contre de voir comment ça va se passer du côté de Hollywood, parce que jusqu'à maintenant il y avait quand même une rupture pas mal entre la Californie et le reste des États-Unis. C'est-à-dire la Californie était très justement orientée démocrate, progressisme, tout ça. Et la Silicon Valley visiblement eux c'est mort, ils sont passés à Trump. Hollywood, je sais pas, parce que par exemple Disney se fait notamment beaucoup tacler par les réacs, parce que vous vous rendez compte, ils mettent des femmes et des noirs dans leurs films, ça va pas du tout. Donc je sais pas si eux aussi vont franchir le truc et se dire on n'a plus rien à foutre, ça y est, on va avec les réacs ou pas. C'est la grande inconnue du truc. Des réactions? Je ne peux que te rejoindre sur ce que tu dis là et la description, mais j'ajouterais quand même qu'à mon avis, ça n'est pas que la question économique. Ouais. C'est-à-dire que, moi je vais le dire, là, le capitalisme est partout, mais nous aussi. Et donc du coup, ça veut dire que pour moi, la dictature, elle est liée à la question de la domination. Et la domination, ça veut dire continuer à avoir le pouvoir. Et on voit bien que la société, ou plus exactement les sociétés, sont en train de bouger, notamment sur tous les champs que tu cites, LGBTQIA+, 2S et j'en oublie. Mais je veux dire par là que pour de vrai, tout le monde se pose des questions, dorénavant. Et donc, il y a un risque pour les personnes qui se sentaient investies d'une certaine prestance, d'un certain pouvoir, une certaine puissance. Et du coup, je pense que, bien sûr, il y a l'économie, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas l'économie, mais il y a aussi la peur. Il y a aussi la peur qui fait devenir des tas de gens masculinistes, alors que jusqu'à présent, ils étaient peut-être soldats, cow-boys, mais pas tant que ça. Et du coup, il y a une espèce de retour en flamme qui est assez conséquent, assez important. Et pour moi, c'est gravissime ce qui est en train de se passer. Mais nous avons des armes. C'est-à-dire qu'on sait d'où ça vient.
au moins c'est assez clair, ça éclaire le paysage, ça nomme l'extrême droite, ça nomme ceux qu'on doit combattre. Et donc plutôt c'est... Je dis pas que c'est une bonne nouvelle, hein. Je vais pas jusque là, mais je veux dire que ça éclaire le paysage, ça clarifie et que chacun peut faire des choix là, dorénavant, vraiment. Moi, je suis un peu entre vous deux en fait. Plus ils vont faire de la merde, plus ça me rappelle quand Microsoft en faisait et que les gens venaient vers Linux parce qu'ils en avaient marre de la merde de Microsoft. Là, je me dis plus ils vont faire de la merde sur Meta et autres réseaux sociaux, plus les gens vont venir vers d'autres alternatives. Je ne vais pas rentrer dans le détail des alternatives parce que je sais que c'est un des sujets juste après, mais voilà quoi. Je me dis que c'est peut-être en les laissant faire leur tarbouille là, en prenant des décisions débiles, liberticides, que les gens vont ouvrir enfin les yeux et venir vers des alternatives plus propres, plus éthiques, plus libres. Voilà, un peu comme l'écran bleu de Windows que tout le monde détestait. Voilà. Non, mais ça clarifie effectivement les choses. Les géants de la tech ne sont définitivement pas vos amis, quoi. Et au moins, s'il y avait encore quelques doutes... Alors, c'est les amis de certaines personnes, tu me diras. Il y a des gens qui sont contents de ce genre de revirement, mais bon. Ouais. On parlait des GAFA, Magma. Moi, j'ai vu Mafia. Pour parler j'ai trouvé ça très drôle. Mafia, c'est pas mal aussi. Mafia, pourquoi pas. Moi, j'ai d'autres mots pour parler d'eux, mais je vais pas les dire à la radio. Alors si, un petit truc que je veux rajouter, parce que là ils font ce qu'ils veulent aux États-Unis, mais dans tous les pays où ils sont installés, ils vont devoir respecter les lois, quoi. Et en France, il y a quand même respecter quoi ? Les lois. Hein, si, quand même, ils essayent. Mais ça les agace. Tu peux pas savoir. Qui les force à respecter les lois ? Je crois que eux-mêmes se forcent à respecter certaines lois de protection des données. En tout cas, ils font semblant. En tout cas, ils demandent des rendez-vous. En tout cas, voilà, ils vont être obligés de faire semblant. Et moi je trouve que c'est bien qu'ils perdent du temps comme ça, toi. Ça, voilà, pendant ce temps-là, ils font pas autre chose. Mais bon, non, puis comme quoi, ça sert quand même un peu à quelque chose qu'on ait ce genre de législation en Europe, quoi. Ça fait plaisir de voir qu'on a un peu plus de garde-fous qu'aux États-Unis, quoi. Un peu plus, mais pas tant que ça, hein, je suis désolé. Mais écoute, on prend ce qu'on a. Ouais. Non, j'entends. Mais je veux dire, quelles sont les lois qui, en Europe, pour pas parler simplement de la France, mais qui, en Europe, vraiment, vont remettre en place, par exemple, des contrôles sur les mots utilisés ? Non. C'est-à-dire que... Non, je suis désolée. Quelle est cette ministre-là qui... peut-être on en parle dans un autre sujet après, mais quelle est cette ministre qui disait « Ah ben oui, mais quand même, il y a je sais plus combien de millions de gens qui s'informent, soi-disant, n'est-ce pas, sur X. Et du coup, on peut pas se séparer. » Je veux dire, on en est encore là, nous autres. Quelles sont les lois ? Non, mais sérieusement, quelles sont les lois ? Est-ce que vous en avez vu, des lois qui nous permettent, à date, de dire, ouais, mais nous, on va pas les laisser rentrer là, ces mots-là, on va les empêcher. Moi, je peux t'en citer une que j'ai apprise ce matin en préparant le dossier. Tu vois, par exemple, le salut romain de Musk pendant la candidature. Soi-disant. Voilà. Et en Allemagne, il est diffusé, mais totalement flouté, parce qu'il y a une loi qui dit c'est interdit de faire le salut romain, bien sûr, à la télé, ainsi de suite. Donc, il floute tous les sujets qui parlent de ça. Monsieur Musk est flouté à partir de l'épaule. Donc, il y a quand même des choses qui sont mises en place. Alors, est-ce que c'est vraiment utile ? Je ne sais pas, parce que on a flouté ou pas flouté, tout le monde se fait quand même une idée. Mais si, je pense qu'il y a quand même certaines lois qui, en Europe, vont nous semi-protéger. Okay. Alors qu'aux États-Unis, pas du tout, quoi. Je pense que les propos transphobes et compagnie, en France, ça passera pas. Ça passera pas, il y aura des modérateurs, il y aura des gens qui vont remonter, puisqu'il dit que c'est la communauté qui va faire la modération et non plus eux, il faut que la liberté. Je pense qu'il y a des gens qui, en Europe, ne laisseront pas passer, quoi. Ok. Ouais, non, mais je suis peut-être naïve, mais j'espère, en tout cas, moi, si je vois un truc pareil, je ne laisserai pas passer, quoi. Je le souhaite autant que toi, et on le verra très prochainement. D'ailleurs. Après, il y a une astuce, faut éviter Facebook, Twitter, Instagram, voilà quoi. Absolument. Mais et à ce sujet. Le sujet d'après, non ? Ça tombe bien, c'est ça ? S'il te plaît, sonnette. Je sais pas pourquoi je frappe en même temps, mais... Parce que tu avais le geste de Fred qui frappe sur la petite sonnette jaune. C'est pour ça. C'est sexy comme geste. Le prochain sujet concerne justement une initiative qui a invité les personnes à quitter leur compte sur X, ancien Twitter. Il s'agit de l'initiative Elle Quitex, dont la presse et la télé a pas mal parlé.
Donc moi, personnellement, j'en suis ravie parce que c'est la première fois que j'ai entendu parler de Mastodon à la télé. J'étais super contente. On va expliquer un peu mieux à nos auditrices et auditeurs de quoi il s'agit, si jamais elles ou ils ne sont pas au courant. Qui veut prendre la parole pour expliquer un peu en quoi consiste l'initiative Hello Kitex? Alors, moi, je veux bien, parce que je suis contente que cette initiative existe. Alors, toujours à cause du même abruti, salut Romain, tout ça. Voilà, il y a des gens un petit collectif français, allez, Cocorico, mené par un chercheur du CNRS. Alors, j'ai noté le nom, il faut juste que je le trouve, David Chavalarias, ou Chavalaria, en tout cas, merci monsieur, qui a développé donc une sorte de petite application qui permet aux gens qui sont sur X, alias Twitter, d'aller vers d'autres sociaux alternatifs. Ça s'appelle Hello Kitty X. Alors moi qui suis libraire, quand j'entends Kitty, Hello Kitty, bref c'est un chat, donc on comprend mieux le logo, c'est assez amusant. Mais en gros c'est un projet qui a séduit pas mal de gens, puisqu'on a déjà 17 000 personnes qui se sont dit allez, ciao les fascistes, allons vers des 17 alternatives 000 comptes libres. 17 000 personnes. Donc, personnes physiques, compte, ou organisation. Moi j'étais positif, un compte égale une personne, mais peut-être que c'est négatif, un compte égale peut-être plusieurs personnes. Genre, j'ai vu des entreprises assez connues arriver sur Mastodon, j'ai même vu des auteurs que je connaissais arriver sur Mastodon, donc comme je me sentais un peu seule, je suis tous les auteurs que je connais qui arrivent et je leur fais de la pub. Voilà, donc vraiment, l'objectif, c'est d'aider les internautes à se barrer et à venir... il aide à venir soit sur Mastodon, youpi, soit sur Blue Sky. Bon, c'est mieux que X, c'est quand même Blue Sky. Est-ce qu'on peut en dire quelque chose? Parce que moi, par exemple, je ne le connaissais pas. Est-ce qu'on peut parler du projet Blue Sky, projet Mastodon, et dire quelles sont les différences? On en parle après, peut-être? Après, comme vous voulez. En gros, il s'agit déjà de plateformes alternatives. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. En gros, rapidement, Blue Sky, c'est ce qui ressemble le plus à Twitter. Aujourd'hui, ça a été fait par un ancien... alors je sais pas quoi, développeur de Twitter, j'ai peur de dire une connerie. Bon, quelqu'un qui bossait à Twitter avant en tout cas. Et voilà, c'est ce qui ressemble le plus à Twitter. Mastodon, effectivement, c'est un peu différent. Je voulais rajouter des choses par rapport à ce que tu dis, parce qu'effectivement, David Chavalarias, qui est donc au CNRS, c'est lui qui a été à l'origine du collectif, mais dans ce collectif, je veux bien quand même qu'on cite qu'il y avait, en plus du CNRS, la Ligue du droit de l'homme, la Quadrature du net, le SNJ-CGT, Nothing to Hide, On est prêt et au poste. C'est un collectif, c'est important parce que c'est des gens dont on a plusieurs fois l'habitude ici de les citer ou d'en parler, ou c'est comme des alliés, comme tu disais Isa tout à l'heure. Du coup, moi je trouve ça c'est plutôt pas mal. Et c'est important de le savoir parce que ce sont évidemment, dès que quelqu'un a une initiative comme ça, ils sont évidemment attaqués. Et ils sont notamment attaqués par l'extrême droite française en disant que... Oui, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Hein, voilà, tout à fait. En disant que quand même, c'était tout à fait honteux de pousser à ça. Et que ça donnait une mauvaise image des choses. C'était vraiment un scandale d'État, parce que comment est-ce que c'est possible que le CNRS ait pu financer une telle organisation? Alors évidemment, voilà, c'est n'importe quoi, c'est pas de l'argent public. Moi je propose que l'extrême droite il reste sur Twitter X là, puis qu'il nous reste les réseaux sociaux. Hein. Moi, non mais ils sont pas contents que leur punching ball s'en aille en fait. C'est-à-dire que tous les gens de gauche et compagnie étaient là, ils s'en prenaient plein la tronche sur X, ils s'en vont. Les autres sont plus contents, ils savent plus sur quoi on va taper. Exactement. Ils vont peut-être se taper entre eux, ça va nous faire des vacances. Et ils disent par exemple, Hello Quit X est une énième tentative d'imposer une chape de plomb politique, alors que les réseaux sociaux ont contribué à libérer l'information. Libérer l'information. Libérer Est-ce qu'on peut encore parler de liberté d'information à notre époque sur Twitter, quoi? Je veux dire, réfléchissons 2 secondes. C'est comme la liberté d'expression dont on parlait tout à l'heure concernant X, hein, c'est la même chose. Voilà, et donc du coup ça oblige les gens de ce collectif à répondre. Non, on n'a pas fondé, c'est pas le CNRS qui a fondé et coopté, etc. C'est vraiment sur une branche à part. Enfin, ils sont obligés de se justifier sur des choses. Mais donc oui, on ne peut que se réjouir de voir, je ne sais plus combien, une centaine ou 120 grands groupes qui ont décidé de manière officielle le 20 janvier, en même temps que l'investiture de Trump. Donc ça, c'était aussi joli d'avoir une date comme ça fait un anniversaire après, tu sais. Ça fait 1 an. Et donc, voilà, oui, c'est vraiment très bien. Et j'espère que ça va être suivi encore plus que ça, y compris par les individus, comme tu le disais, pas simplement les organisations. Juste pour revenir sur ce que disait Bouquinette,
parce que je pense que c'est évident entre nous le fait qu'on s'informe pas sur X et compagnie, mais je sais pas si c'est évident pour tout le monde. Mais nous, pendant très longtemps, enfin quand je dis nous, je pense à des gens comme Framasoft, on y a été pendant assez longtemps. Moi-même avec mon compte perso, j'y suis resté assez longtemps sur Twitter/X. L'idée, c'était de se dire, on va parler aux gens là où les gens sont. Et c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de gens sur Twitter, même si en vrai ça reste un microcosme à comparer à quelque chose comme Facebook ou Instagram qui ont beaucoup plus de gens dessus. En se disant, voilà, il faut pouvoir aller porter une autre voix justement pour pas laisser la place aux fachos. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'en fait les algorithmes favorisent les discours d'extrême droite, voilà, et cachent en fait les autres discours. Donc en fait ça n'a plus aucun intérêt d'y aller, même si on est beaucoup à porter un autre discours, en fait on sera... noyé. On sera noyé. Squeezé, même étouffé. Même en imaginant qu'on soit majoritaire, ce qui ne sera pas le cas, parce qu'en plus, ils viennent en masse tout ça, et nous, on n'a pas envie. Mais de toute façon, nos discours sont silenciés, et les discours de l'extrême droite sont promus. Donc on n'a vraiment plus rien à y faire sur cette plateforme. Et donc c'est très bien que des tas de gens s'en aillent. Moi, ça faisait 1 an que je n'avais pas posté dessus, mais j'ai toujours mon compte pour éviter que quelqu'un le squatte le nom. Je ne sais pas à quel point ça a de l'intérêt. Il y a beaucoup de gens qui font ça, mais bon. Et voilà. Et moi, le truc que je trouve chouette, c'est que... c'est qu'on est mastodon en fait, c'est-à-dire que souvent quand on fait des services alternatifs comme ça, que ce soit les Chapril de April, les chatons qui sont d'autres hébergeurs alternatifs comme ça, on dit souvent qu'on veut pas concurrencer les GAFAM parce qu'on n'en a pas les moyens, clairement, on n'a pas la force de frappe d'un Google. Mais on offre une porte de sortie pour les gens justement qui veulent changer, qui en ont marre. Et ben là, je trouve ça génial, c'est qu'il y a plein de gens qui en ont marre d'un coup, et du coup, il y a une porte de sortie qui existe. Alors, il y en a une autre, malheureusement, j'ai envie de dire, qui est Blue Sky. Et c'est dommage parce que si on veut revenir un peu sur Blue Sky, Blue Sky, en gros, c'est l'équivalent de Twitter il y a 10 ans. Mais du coup, est-ce que... Qui est à la main de Blue Sky, alors peut-être c'est ça qu'il faut rappeler aussi. En fait, c'est une entreprise de la Silicon Valley, voilà, donc... ce que je veux dire, pas c'est encore que, un grand personnage connu qui fait des saluts. Non, pas encore. Alors, attends, dans 10 ans. Je pense qu'il est connu dans les milieux de la tech, mais ouais, exactement, Bouknet, c'est ce que je veux dire. En fait, Blue Sky, c'est Twitter il y a 10 ans. Du coup, dans 10 ans, en fait, Blue Sky, ce sera quoi ? Et en fait, en migrant à chaque fois sur des plateformes qui sont les mêmes, en fait, finalement, qui fonctionnent de la même manière, en fait, les gens se remettent dans les mêmes pièges. Et donc, je trouve ça dommage, effectivement, qu'il y ait tant de gens qui choisissent Blue Sky et pas Mastodon, qui est quand même vachement plus immunisé contre ça. Alors, pas complètement, hein, mais... Blue Sky, c'est une entreprise américaine qui est cotée en bourse. Donc, forcément, elle est là pour quoi ? Pour faire de la thune. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire comme ils faisaient avec Twitter, de la pub, de la récupération et de la revente de données. Je vois pas pourquoi ils feraient différemment. C'est la même personne. Donc, allez-y, allez sur Blue Sky, et puis dans 5 ans, vous reviendrez sur un mastodon ou un autre fait divers, quoi. C'est juste une perte de temps. Et donc, peut-être un dernier point quand même pour expliquer en quoi Mastodon est préférable à Blue Sky. Il y a le côté décentralisé, c'est-à-dire que Mastodon, en fait, chacun va pouvoir héberger son propre petit bout de Mastodon. Alors quand je dis chacun, évidemment, la plupart des gens ne savent pas le faire, mais il y a plein de petits endroits où on peut aller. Alors il y a le Mastodon de April, je ne sais pas s'il est ouvert aux inscriptions. Si, il a été rouvert dernièrement, avant de savoir que Trump était élu, donc on est prêt. En francophone, il y a PI, je sais qu'il y a une grande instance aussi, voilà, il y a plein de choses. Ce qui fait que même si jamais on a une de ces instances qui devient nazie, en fait on pourra s'en détacher facilement et c'est pas très grave. Alors Blue Sky se targue d'être décentralisé, mais c'est un peu de la poudre aux yeux, c'est-à-dire qu'en fait effectivement tu peux héberger des morceaux de Blue Sky, mais en fait tout transite quand même par le nœud central qui est possédé par Blue Sky. Donc j'ai pas les détails techniques, j'espère que je dis pas de bêtises, mais en gros voilà, ça se dit décentralisé, mais si demain Blue Sky devient nazi, je pense que la décentralisation elle servira pas à grand chose. Voilà. Et alors une instance, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu peut-être pour les auditeurs qui sont pas non, c'est pas moi la technicienne. Alors, non, je veux dire l'instance, c'est un peu le terme technique, mais en fait, il s'agit simplement de services qui sont installés sur des serveurs différents. Et ça, c'est un autre cadeau merveilleux du logiciel libre. Tant que j'ai les compétences techniques pour le faire, je peux installer mon logiciel sur mon serveur et donc faire profiter de ce service les personnes. Et le fait qu'il y ait plein d'instances ou plein de services sur différents serveurs, sur différents ordinateurs, c'est ça qui sont les serveurs, ça permet aussi à chaque instance d'avoir ses règles, cette politique de modération, etc. Donc je peux aussi décider, si je suis plus contente de mon instance, de migrer sur une autre.
Voilà. Et tout en leur permettant de communiquer. Voilà, chaque instance discute entre elles. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez choisir votre instance suivant aussi vos appétences. Typiquement, il y a des instances qui vont être réservées aux scientifiques. Et quand on suivra son flux local et non pas le flux général de tout le monde, il n'y aura que des messages de scientifiques. Donc ça permet de rester avec... Ces groupes affinitaires. Ces groupes affinitaires, ou alors d'aller totalement au contraire, aller sur une grosse instance et de suivre tout et n'importe quoi pour être un peu au fait de tout. Mais je sais qu'il y a certains qui préfèrent vraiment choisir leur instance pour être, je dirais pas forcément de l'entre-soi, parce qu'ils ne se connaissent pas forcément les uns les autres, mais ils aiment les articles scientifiques, et donc sur leur instance, il y aura plein d'articles scientifiques. Voilà, donc choisissez votre instance, et celle de l'April est pas mal aussi. Hein. Et si vous trouvez ça compliqué, la meilleure analogie qu'on puisse trouver, c'est celle du mail, en fait. C'est-à-dire que si vous allez sur Twitter, vous avez un nom d'utilisateur, ou d'utilisatrice, c'est tout. Et ben sur Mastodon, vous allez avoir un nom, avec un domaine, par exemple framapiaf.org, par exemple, alors Chapril c'est... Chapril.org. C'est Chapril.org. C'est pouet.chapril.org. Pouet.chapril.org, voilà. C'est la même chose que le mail, au sens où quand vous avez une adresse mail, vous n'avez pas juste votre nom et votre prénom, vous avez un domaine. Alors c'est vrai que maintenant c'est très centralisé aussi le mail, donc c'est énormément Gmail, un petit peu de Hotmail et tout ça, mais en fait vous pouvez remarquer qu'il y a des entités qui veulent être indépendantes, qui veulent pas dépendre de Gmail, qui ont leur propre domaine de mail. Moi je bosse à l'université Paris-Saclay, j'ai une adresse université-paris-saclay.fr, c'est un peu trop long d'ailleurs, mais voilà, et c'est faisable, et en fait idéalement, il faudrait qu'on ait la même chose pour Mastodon. Alors, bon, est-ce que ça a du sens pour une université d'avoir un Mastodon ? Je sais pas. Mais par exemple, des groupes de presse pourraient se dire on fait un Mastodon presse française, par exemple. Pourraient se mettre ensemble. Franchement, ça coûterait rien, quoi. Et ils auraient un truc où ils sont chez eux, où ils ne dépendraient pas d'un algorithme qui est géré par des compagnies américaines. Bon, mais c'est un choix politique. Hein. Alors, rappelons, on en a parlé de pouet.chapril.org, donc l'instance, le service de Mastodon proposé par l'April. On peut citer aussi une autre instance qui est assez plébiscitée, qui est piaille.fr, qui est proposée par une entreprise du libre, Octopus. Dont les serveurs sont aussi... Ici en France. Et on peut rappeler aussi une émission de Libre à vous, donc dédiée, consacrée à ce sujet, Mastodon, donc libreavou.org/159. Mais rappelons, comme on a dit, qu'il y a plein d'instances possibles, donc n'hésitez pas à naviguer, à choisir la vôtre préférée. Et donc de votre point de vue, juste pour conclure, il n'y a aucun risque de votre point de vue que tout le monde et autant de gens débarquent sur et avec ce système. Au contraire, vous trouvez que ça n'est que positif, que tout le monde arrive, tous les gens qui vont quitter X là vont débarquer. Il y a toujours un risque, mais moi j'ai tendance à dire que s'ils quittent X, s'ils ont fait cette réflexion-là déjà, c'est mieux que s'ils n'avaient pas fait la réflexion, quoi. Donc, s'ils ont déjà commencé à se poser ces questions sur X, sur Musk, sur machin, sur l'autonomie, manipulation, les bros et ainsi de suite, quand ils vont arriver sur Mastodon ou sur Blue Sky, ils auront déjà un esprit critique et ils sauront déjà pourquoi ils l'ont fait. Tu vois, donc, j'ai toujours peur de ces mouvements de foule, mais là, je me dis que c'est une foule qui aura pris une décision. Voilà. Après, moi, je suis modératrice au Chapril. On est vraiment sur une modération je dirais pas par dénonciation parce que j'aime pas du tout ce mot-là, mais voilà, par quelqu'un constate un compte qui est négatif, insultant, ainsi de suite, il va le faire remonter à l'équipe de modération et l'équipe de modération va prendre la décision alors soit de limiter, c'est-à-dire invisibiliser, soit de supprimer, ainsi de suite. Et en fait, tous les gens qui vont arriver avec des idées polluantes vont se faire dégager, quoi. Ok, vous pensez que toutes les instances fonctionnant comme ça, on n'a pas de risque là que des gens de l'extrême droite, par exemple, pour ne citer qu'elle, qui seraient contents de venir aller polluer ces nouveaux comptes, ces nouvelles instances, etc., ne débarquent et ne soient compliqués à boucler ou à empêcher de Il y a déjà sévir. des instances d'extrême droite, mais tu les verras pas sur certaines instances. Typiquement, nous, on a supprimé un lien avec une instance qui était vraiment extrêmement négative, insultante, tout ce que tu veux. C'est chaque instance qui fera chaque instance fait ses règles. Mais du coup, c'est chaque instance. C'est pas juste une en Californie, c'est chaque instance.
Voilà, c'est ça que je voulais entendre, c'est cool, parce que ça veut dire aussi qu'on est en capacité, chaque individu, chaque structure, chaque collectif est en capacité d'aller interroger aussi les modérateurs, les modératrices, les gens qui s'occupent de ça dans chaque instance, et que du coup, on peut tout à fait de manière très libre, là pour le coup, choisir celle qui est conforme à ce qu'on a envie d'entendre, de voir et de surtout pas voir, et qu'on peut même éventuellement même participer peut-être sur certaines instances à de la modération ou à que sais-je. Voilà. C'est par définition, le GCLI par définition, c'est ça. Oui, mais je trouve que c'est bien de le rappeler à des moments très, tu vois, des moments comme ça qui sont pour moi cruciaux un peu, et politiquement, et du coup aussi avec des choix. C'est comme quand la personne va laisser tomber Microsoft, comme tu le disais, là elle va laisser tomber X, du coup, c'est quoi l'idée ? Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie, et qu'est-ce que ça va libérer aussi d'autres que... En fait, en venant sur ce mastodon, enfin sur le fait divers, on devient acteur de son réseau social. Si on voit des choses qui ne nous plaisent pas, on peut les signaler et donc y mettre fin. Et je trouve que c'est un pouvoir qui est incroyable, qui est souvent donné par le logiciel libre en général. Donc il faut l'utiliser, quoi. Et je remercie toutes les personnes qui nous font des signalements sur chezapril.1. Vous êtes merveilleux. J'en profite pour passer au sujet suivant. Ding. Parce que le sujet suivant, ça concerne l'annonce de la création d'une fondation à but non lucratif pour assurer le développement de Mastodon. Donc on reste toujours sur ce sujet, c'est pour ça qu'on va décaler la... C'est très organisé cette émission-là. C'est fluide d'un sujet à l'autre. C'est incroyable. mais pas tant que ça, parce que ça nous oblige à décaler la pause musicale. Donc pour la respiration, il faudra attendre encore quelques minutes. Vous respirerez plus tard. Voilà. Non, mais respirer, c'est surfaire. On parlait de Mastodon, donc de cet merveilleux service basé sur un logiciel libre, décentralisé, fédéré, et qui en plus voit que naître une fondation à but non lucratif pour assurer son développement. Est-ce que quelqu'un veut résumer, donner quelques détails en plus par rapport à cette information ? Alors apparemment jusque-là c'était une société à but non lucratif, mais donc c'est en Allemagne. Ouais. Et ça a été retiré au printemps dernier parce que la plupart de leur financement venait de Patreon, qui est une plateforme de financement participatif, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et visiblement c'est pas considéré comme des dons, donc ça doit être une spécificité de la loi allemande, j'en ai aucune idée. Donc ça n'est plus une société à but non lucratif, ça devient une fondation, enfin une entité à but non lucratif, j'ai pas bien compris. Donc en quoi ça consiste, comment ça se matérialise, honnêtement, je suis pas sûr d'avoir vraiment compris la différence. En tout cas, ça reste quelque chose qui est ce que les Américains diraient non-profit, donc quelque chose qui n'est pas fait pour le profit, ce qui est déjà quand même une bonne base. Voilà. Alors, ce que moi j'ai compris, mais pareil, je pense que c'est encore flou parce que c'est pas décidé totalement. Ils étaient en discussion avec des avocats pour savoir exactement quoi mettre en place. Ça serait une fondation, c'est ce qui semble ressortir. Ça serait en Europe, sûrement en Belgique. Et le but, ce serait de récupérer des dons. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est aussi très des questions financières, c'est-à-dire que là, actuellement, l'équipe a publié un rapport d'activité là, sur 2023, et donc ça a été publié fin 2024, et donc il a été dit qu'à ce moment-là, qu'il y avait vraiment besoin de contributions créatives et financières, c'est comme ça qu'ils l'ont cité, de la part de leur communauté. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, elle est aussi de pouvoir être soutenue par des gens divers et variés, dont des entreprises, et que il faut être sur un fil très très droit, et je pense qu'ils sont capables de le faire, là, et puis que l'équipe va pouvoir le faire, mais d'être un fil droit sur je reçois des dons, je reçois de l'argent, mais je garde le principe de je veux valider d'où vient l'argent, qu'est-ce que j'accepte comme argent, et puis ensuite je suis transparente sur à quoi je l'utilise, comment je l'utilise, et c'est bien les communautés en question qui peuvent aussi avoir un droit de regard là-dessus, et ça c'est très bien, quoi. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on fait respirer nos auditrices et auditeurs ? Allez, respirer. Allez boire un café. Nous allons donc faire une pause musicale. Nous allons écouter Hummingbird par Candy Says. Et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cool. Cause Commune 93.1. I'm looking for a God, one that I believe in. The stories that he tells define. I'm looking for a God, help me find peace of mind. A worthy resolution, mankind. When did I stop waiting for you? Hummingbird, come back.
to the one who has failed you before love itself is gone too. Hummingbird, come back. Speak to the one who loves. Let's gather up our hearts and go. Nothing like the song from my radio box. We tried to make the best of our lives. We get used to what we have and we don't want it anymore. There's nothing in our stomachs but why? When did I stop waiting for you? Hummingbird, come back. Speak to the one who has failed you before love itself is gone too. Hummingbird, come back. Speak to the one who loves. Let's gather up our hearts and go. One day I will leave without turning back. I will resist the cold, resist the wind. I will walk up alone, and that today will make me become someone else. I will be someone else. Another world is possible. Another world is possible. Another world is possible. Hummingbird, come back. Speak to the one who has failed you before love itself is gone too. Hummingbird, come back. Speak to the one who loves. Let's gather up our hearts and Nous venons d'écouter Hummingbird par Candy Says, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Isabelle Lavani de l'April. Nous discutons des actualités du livre avec Bookinette, J et Isabelle Carrère d'Antanac. N'hésitez pas à participer à notre conversation sous le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Donc il y a notre prochain sujet. Sling. Ça concerne l'histoire... C'était la sonnette. Oui, c'était une sonnette, merci. J'ai changé de sonnette entre temps. On a une variété de sonnettes sur le plateau. Tout à fait. Donc l'histoire de Lucie.
Donc, je propose peut-être à Isabelle de démarrer ce sujet. Je crois que c'était toi qui l'avais proposé. Je peux en dire... Non, c'est pas moi, mais je peux en dire un truc quand même. Peut-être pas tout techniquement, etc. Mais je trouve ça assez rigolo. D'abord, le nom est assez amusant parce que Lucie IE, là, mais c'est pour faire référence au Lucie Y de la première humaine, on va dire ça comme ça, qui a été retrouvée. Bon, très bien, donc ça c'est rigolo. L'autre chose que je trouve marrante, c'est on arrive un peu après la bataille, mais comme souvent en France ou en Europe, c'est-à-dire que, ok, il y a eu un chat GPT, et donc du coup, on va faire nous aussi. Ah oui, parce qu'on n'a pas dit ce que c'est. D'accord. C'est pour ça. Oui, voilà, j'y arrive. La suspense. Et donc du coup, on va faire un chat français, suspense, voilà, qui est financé par le gouvernement et notamment par le ministère de l'Éducation nationale, qui est développé par une société qui s'appelle l'Inagora. Qui est une société qui travaille sur les logiciels libres, enfin qui développe beaucoup des logiciels libres. Et ce qui est très rigolo en plus, c'est que donc ils étaient très contents, ils ont voulu très très satisfaits quand même de les premières étapes de ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu le mettre à disposition et puis également le faire apprendre à cet engin, puisque donc c'est la catastrophe de me faire parler une chose pareille. On parle donc de quelque chose qui est en train d'apprendre par soi-même, l'intelligence dite artificielle, qui apprend de ce qu'on lui apporte à manger, et du coup, elle redonne des choses, etc. Et donc, la version test a été mise en ligne. Évidemment, des tas de gens y sont allés pour regarder de quoi ils retournaient, et zut, c'était pas prêt. C'était pas prêt. Puis là, dans les articles, on voit qu'elle a répondu des choses en disant que les vaches faisaient des œufs, qu'elle a répondu je sais plus quoi, je sais plus qui, enfin bref, des inepties et des choses comme ça. Et donc, du coup, ça donne une image, mais c'est comme si on voulait se faire taper sur les doigts tout le temps, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on donne une image une fois de plus de quelque chose. Je ne sais pas, j'en sais rien, c'est pas mon taf, donc je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. A priori, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de le faire de cette manière-là et d'arriver à ce résultat, c'est quand même assez hallucinant. C'est un peu l'histoire du Minitel par rapport à Internet. Et du coup, oui, on range le Minitel parce que finalement, il y a Internet qui est meilleur. Le Minitel, on l'a sorti avant Internet. Pour le coup... Oui, on l'a sorti avant, mais on l'a lâché parce qu'il y a un moment où Bull n'a pas fait ce qu'il fallait. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire, mais je veux dire, il y a eu un moment quand même où on n'a pas su faire. Là. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est comme si on arrivait... Alors déjà, on arrive après, tu as raison, c'est un peu différent. On arrive après le chat GPT, mais surtout, on veut copier ou on veut faire les mêmes choses ou... Je comprends pas. Ouais, fait. Tu disais, je sais pas si c'est ça qu'il faut faire ou pas. Moi, je pense que non. Hein. Moi, encore un chatbot. Quoi. Donc, chatbot, un logiciel pour faire de la discussion. Et donc les gens se foutent de ce chatbot parce qu'effectivement il fait plein d'erreurs, mais est-ce qu'on a besoin de faire une requête qui va cramer plein d'arbres et tout ça, enfin qui va avoir un impact écologique désastreux pour savoir que les vaches pondent pas des œufs quoi. Alors ils se foutent de lui parce que il sait pas que 5 x 2 ça fait 10, mais ça fait 60 ans qu'on a inventé des calculatrices, on n'a pas besoin qu'un chatbot le sache quoi. Enfin moi ça me gonfle en fait cette espèce de délire autour des chatbots que ça c'est... Voilà. On sait pas pourquoi, c'est un truc de discussion. Et les gens s'imaginent que ça va résoudre les problèmes du monde entier. Il y a Sam Altman, là, le mec qui est à l'origine de OpenAI, donc la boîte de ChatGPT, qui pense qu'on est sur le chemin de créer une intelligence artificielle supérieure, machin et tout. Mais pourquoi ? Ils essayent juste de faire un truc qui fait des discussions de plus en plus... de plus en plus vraisemblable, quoi. Alors oui, c'est vachement impressionnant pour ce que c'est, mais il n'y a aucune raison que ça fasse, que ça devienne un truc... Mais non, mais ce qui est dramatique surtout, c'est que c'est pour l'éducation nationale. Ouais, c'est ça le problème surtout. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Mais l'objectif là qu'on aurait, ce serait de donner ça comme quoi, comme professeur ? Alors ça, oui, je pense que c'est pour les pauvres. Et les pauvres auront des professeurs... mais les pauvres, il n'y en aura plus bientôt. Et les riches... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On les a pas tous tués. Alors moi, j'ai la réponse au pourquoi. Hein. Pour faire de la thune. Ah oui, parce qu'il ne faut pas se leurrer, quoi. Les puissances mondiales dans la bourse, maintenant, c'est justement toutes les entreprises de la tech. Et depuis quand ? Depuis qu'ils parlent d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça a été mot buzz pour se renflouer, pour faire des investissements sur l'avenir. Et effectivement, on en a partout. On en a partout. Vous pouvez voir, même dans les moteurs de recherche, dans des logiciels, même dans certains logiciels libres, il y en a partout. Et c'est le truc à la mode. Ça fait mal, parce que franchement, quand on y réfléchit, on n'en a pas besoin. Moi, je vais vous dire, j'ai testé Gemini dernièrement, et je me demandais qu'est-ce que c'est que la librairie à livre ouvert. Et j'ai appris que c'était une librairie qui vendait des livres d'occasion. Bon. Donc, en gros, à chaque fois qu'on pose des questions à ces machines-là, on connaît la réponse.
Et on se rend compte que elles disent des conneries parce que c'est pas. Parce qu'elles ne sont pas faites pour dire des choses correctes, elles sont faites pour dire des choses qui sonnent bien. Exactement, qui sonnent bien ou qui sont basées sur des stats, et donc sur des stats, c'est pas forcément la vérité vraie, c'est des stats, c'est des maths, voilà, bref. Parce que l'exemple que tu donnes est très bon, effectivement, sur statistiquement, les librairies, il y en a pas mal qui vendent des livres d'occasion, donc la tienne, statistiquement, elle doit en vendre. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment une sorte de bullshit à la mode, et ce qui est dramatique, c'est qu'on perd du temps là-dessus, que ça utilise des quantités d'énergie, de ressources, ainsi de suite. Je sais plus où j'ai lu, mais il me semblait qu'il y a un serveur qui utilise autant d'énergie qu'un État, je crois que c'est l'État de Pennsylvanie, en électricité, quoi. On est en train de gâcher notre électricité pour ces machines-là. Alors, je veux pas dire que je suis contre les IA, parce que c'est un peu comme être contre le progrès. Je pense qu'on va en bouffer. Qu'on en veuille ou pas, on va en bouffer de l'intelligence artificielle jusqu'à ce qu'ils décident que c'est pas rentable. Si tu veux, il y a plein de types d'IA. Moi, je suis pas forcément contre l'IA en général. On en a déjà parlé, mais des choses comme la traduction automatique avec DeepL, tout ça, il y a des trucs qui sont bien. Mais encore une fois, les logiciels de discussion comme ça, pour moi, c'est vraiment un buzz autour d'un truc parce qu'en fait, si tu veux, pour moi, c'est un peu la même chose, la différence entre la prestidigitation et la magie. C'est-à-dire que là, on a un très très bon prestidigitateur qui est ChatGPT, et du coup, on fout plein de ronds dedans pour qu'il soit de plus en plus impressionnant, en s'imaginant qu'il va vraiment faire de la magie à un moment. Il n'y a aucune raison, en fait. C'est pas parce que tu arrives à être de plus en plus impressionnant dans tes petits tours de magie, entre guillemets, que soudainement tu vas développer les pouvoirs de Harry Potter, quoi. Non, c'est deux choses différentes, quoi. On nous demande de définir les types d'intelligence artificielle sur le web chat. Alors, quand on parlait de type d'intelligence artificielle, moi c'était plus sur les usages, en fait. C'est-à-dire qu'il y a notamment un usage qu'on critique énormément, en tout cas dans le milieu du livre, c'est les IA dites génératives, c'est-à-dire les IA où tu leur donnes quelque chose et elles vont créer des choses, donc que ce soit du texte, des images, on peut penser à Midjourney, tout ça, même des vidéos maintenant. Et ça, en général, c'est des choses qui, encore une fois, consomment monstrueusement pour des résultats dont l'utilité à minima discutable. Et après, tu as des IA qui sont plus, comme je le disais, par exemple, il y a les IA de traduction, IA de, je sais pas, de correction de texte, j'en sais rien, de transcription, tout ça, c'est des IA qui peuvent reposer sur des technologies qui peuvent être plus ou moins les mêmes, hein. Des fois, c'est des réseaux de neurones, des choses comme ça, mais pour lesquels, par contre, il y a un peu moins cet effet, on a des résultats à l'utilité discutable. C'est des trucs que quand tu les utilises, honnêtement, ça te sert beaucoup. Autant qu'un correcteur d'orthographe quand ça a été mis en place, ou ce genre de choses. Après, type d'IA, il y a d'autres choses, c'est comment c'est fichu de manière technique, mais ça, je pense que c'est trop technique pour qu'on en parle. Et la sobriété, parce qu'apparemment, cette Lucie doit être plus sobre, écologiquement parlant. Au moins, c'est ce que j'avais lu. Ouais, et en mini-jupe, et avec des talons hauts. Et alors, c'est ça justement que je voulais dire. Moi, je suis vraiment contre l'IA, ça c'est très clair. Le lien avec le progrès que tu as fait tout à l'heure, Bouquinette, justement, pour moi, ça suffit. Enfin, on sait que le progrès, c'est une vaste comédie et que c'est n'importe quoi. C'est un peu comme la démocratie, quoi. Et donc, du coup, le capitalisme est partout, nous aussi, disais-je. Donc, non, mais sérieusement, je crois que c'est au-delà des différents types d'IA, etc. Il y a des fantasmes qui continuent à fonctionner derrière tout ça, qui pour moi sont hyper dangereux. Il y a des IA nazis, je suis désolée. Oui. Il y a des choses qui font des actions sur la question de la défense, qui sont militaires. Il y a des choses qui poussent à la désinformation et à la dictature de la pensée. Il y a des choses... Enfin, je veux dire, ok, bien sûr, il y a sûrement des IA gentilles, entre guillemets, hein, des IA qui vont aider, par exemple, des médecins, des chirurgiens, dans des opérations hyper complexes. Mais là encore, je pose la question de c'est pour qui ? C'est pour quelle élite ? Qui a droit à ce fonctionnement-là ? Donc, je veux dire, on est à chaque fois sur une modalité qui sont des choix de société, capitalistes, économiques, comme tu le disais, mais capitalistes, de domination. Je réponds à ta question, je remonte un peu en arrière sur quels sont les genres d'intelligence artificielle. Framasoft a fait un site qui s'appelle framamia.org, je crois, et ils expliquent, mais ça de manière extrêmement simple. Et dans mes souvenirs, à un moment donné, il y a toutes sortes d'IA, je crois qu'il y a 8 boutons différents pour vraiment s'informer sur ce que c'est que l'intelligence artificielle, depuis combien de temps c'est là, parce qu'on en parle maintenant, ou on va dire depuis 5 ou 6 ans. Ça fait 70 ans que ça existe, l'intelligence artificielle, donc ça n'a vraiment rien de nouveau, c'est vraiment le buzz, comme on a eu les NFT avant, comme on a eu les bitcoins, comme on a eu... Voilà, c'est le buzz de la décennie actuelle. Et donc sur le framamia.org, c'est vraiment extrêmement bien expliqué. Enfin, moi je trouve que c'est la meilleure source sur l'intelligence artificielle que j'ai vue depuis pas mal de temps, parce que c'est extrêmement complet.
Je me dois d'en citer une autre, parce que quand même, nous sommes sur la radio Cause Commune 93.1, et il y a donc Jean-Philippe Clément qui fait une émission régulièrement d'une petite demi-heure avec des tas d'invités et sur lesquels il raconte des choses, il explique et il fait parler sur l'IA, les utilisations, les choses, etc. Donc je vous recommande aussi d'aller regarder d'autres émissions comme ça de la radio. C'est quoi son émission? Le nom de son émission? Le nom de l'émission, Parle-moi d'IA. Bravo. Parlez-moi d'IA. Et moi, je commence à m'inquiéter parce que j'ai l'impression que notre cerveau est un peu con. Hein, je peux le dire. On a presque besoin d'avoir des trucs à la mode, comme tu dis. On se fait happer par ces narrations incroyables. Quel sera le prochain sujet à la mode après l'IA? Parce que je commence à avoir peur. Hein, parce que là, déjà, on touche. La barre est très haute en termes de c'est dur à dire parce que même les gens qui mettent en place ce genre de buzz ne le maîtrisent pas parce qu'ils ont essayé de faire ça avec le métaverse ou les NFT et ça a marché pendant un mois puis ça a fait un gros shit quoi. Enfin voilà. Et l'IA non. Donc j'en sais rien, c'est une grande question. Ouais. Peut-être une vraie IA. C'est-à-dire non mais tu vois, je veux dire un truc vraiment qui est capable de penser je sais pas quoi et tout, ça pourrait être ça, mais bon pour le moment on n'y est pas. Alors je sais pas si vous avez vu, ça m'a fait sourire mais un peu tristement, le cours en bourse a perdu, des entreprises américaines qui font de l'IA ont perdu 67 milliards en bourse dernièrement parce que la Chine a annoncé une nouvelle IA qui s'appelle DeepSeek, alors DeepSeek, qui serait beaucoup moins chère, beaucoup plus écologique, ainsi de suite, et là du coup non. Et surtout contrairement à Lucie, visiblement c'est une IA qui fait, alors je sais pas comment il quantifie ça, mais mieux que ChatGPT et qui a été développé pour 1/10 du prix. Voilà. Donc les Américains en font un peu la gueule. Ça coûte pas aussi cher que ça en fait. DeepSeek, ça veut dire donc deep profond et seek, ça veut dire quoi? Chercher, d'accord. J'en profite pour. Je cherche profond. Titre. Où est-il passé? Je ne le trouve pas. Tu creuses encore. Ça me manquait. et il manquait la blague cookie. Hein. On l'avait pas encore faite. Et ben, voilà, c'est fait. Et sinon, Mario Dill, justement, nous rappelle qu'il y a beaucoup de transcriptions qui sont disponibles sur librealire.org autour de l'IA. Et on a parlé de l'éducation, justement. Donc, si vous cliquez sur le thème éducation, vous trouverez les derniers articles récents sont presque tous en lien avec ce sujet. Donc, si vous voulez approfondir, voilà où aller. La sonnette, s'il vous plaît. Ling. Il paraît que Ade Zagerman, qui était un album dessiné, une jolie histoire dessinée d'une fille geekette et donc passionnée de bidouillage de logiciels libres, et ben ces personnages, en fait, il paraît qu'ils se sont animés tout récemment. Qu'est-ce qui s'est passé, Bouquinette ? Alors, je raconte l'histoire rapide de Handa et Zangeman. Zangeman, c'est un petit génie de l'informatique qui a fait pas mal d'appareils qu'il a vendus dans sa ville et dans le monde entier. Il est devenu super riche. Et dans les appareils, il y a des petits skates qui font de la musique. Il y a des machines à faire des glaces. Bref, il y a vraiment plein de choses. Et le problème, c'est qu'il est descendu dans la rue, il s'est pris un skate dans la cheville. Il a vu des gens manger des glaces avec des parfums qu'il n'aimait pas du tout. Donc, il a commencé à tout fermer, tout bloquer. Et un peu ce que font certaines entreprises dont je ne citerai pas le nom. Et Ada, elle a essayé de réparer comment on appelle ça, le truc qui envoie de la musique, voilà, et d'en bricoler un pour son frère, et en faisant ça, elle a touché au matériel, puis après elle s'est dit, mais j'aimerais bien qu'il fasse d'autres choses, donc elle a appris dans une bibliothèque, il faut aller dans les bibliothèques, si on n'a pas de moyens, il faut aller dans les bibliothèques pour prendre des livres, elle a appris ce que c'était que des logiciels libres, et du coup elle a réussi à transformer son enceinte en quelque chose de libre, ainsi de suite, et elle a commencé à réparer tous les outils de tous les copains, tous les skates, toutes les machines pour vendre des glaces, ainsi de suite, ce qui n'a pas du tout plu à Monsieur Zangeman. C'est vraiment, ce livre-là, c'est un album, alors ils disent que c'est pour 7 ans, mais la libraire que je suis tend à dire que vu le texte qu'il y a, c'est plutôt à partir de 9 ans. C'est vraiment pour apprendre ce que c'est que le logiciel libre aux enfants. Et franchement, plus on leur apprend tôt, mieux c'est. Voilà, je ne veux pas faire de la propagande, mais plus on apprend qu'il y a des alternatives qui existent, mieux c'est. Après, j'oblige personne à faire du libre, mais... Et sous quelle licence est publié ce livre ? Alors, c'est une licence libre, puisque à la base, l'auteur Matthias Kirchner, alors on en a déjà parlé quand le livre est sorti, il travaille où il est président de la FSF Europe. Voilà, et Sandra Bronstalter, c'est l'illustratrice. Il y a eu un gros mouvement au niveau de l'éducation nationale et d'une association qui s'appelle, alors je crois que c'est l'ADA,
Piaf, qui met en avant la culture allemande en France, qui ont fait la traduction. Donc on a eu un super album publié aux éditions CF. Et cet album vient d'être transformé en dessin animé. Alors attention, dessin animé, je vous le dis tout de suite pour que vous ne soyez pas déçus, hein. C'est pas un truc à la Disney, c'est vraiment des dessins qui sont animés, où on bouge les sourcils, la bouche, les cheveux, ainsi de suite. Hein. Donc c'est vraiment du dessin animé au sens premier du terme. Ça dure 31 minutes. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Merci. Donc, on voulait absolument parler d'au moins un autre sujet. La sonnette, s'il te plaît. Ah, ding. Désolée, hein, si je ne vous ai pas fait rebondir sur ce sujet, mais je trouve que c'est intéressant de dire que le 1er et 2 février à Bruxelles aura lieu le FOSDEM, qui est un événement autour du logiciel libre annuel qui existe depuis des années. Et on a découvert, grâce à Isabelle, qu'il y a aussi un événement off en parallèle, donc pas à Bruxelles, mais dans une autre ville du Belgique, qui s'appelle OFDEM. Tu peux en dire quelques mots brièvement, Isabelle? Oui, brièvement. J'ai trouvé ça intéressant, effectivement, qu'il y ait un off-dem dans le sens offline du développeur du European Meeting, parce que moi j'aime bien à chaque fois que des gens qui sont dans un mouvement, dans un ensemble, dans un groupe, une communauté, appelez ça comme vous voulez, se posent des questions sur qu'est-ce qu'ils sont en train de devenir, parce que quand même, FOSDEM, c'est depuis 2001, 2002, un truc comme ça, non? Ça fait plus de 20 ans. Bref, en tout cas, OFDEM, lui, c'est 2020. Donc, c'est vraiment des petits collectifs, des gens qui se sont dit, tiens, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre quelque chose dans ce qu'on voulait faire là, par rapport au logiciel libre, et est-ce qu'on n'a pas à revenir en arrière sur un certain nombre de choses, notamment sur la question des partages, la question de la violence provoquée par la technique, et voilà, des grands sujets comme ça qui, moi, je trouve ça intéressant. Très bien. Bah écoutez, très bien. Oui, un petit mot de la présidente? Ouais, moi je suis allée voir, j'ai tout lu, alors j'ai fait trad parce que je ne lis pas forcément en anglais, mais j'ai vu un petit passage qui m'a fait plaisir parce qu'en fait, il disait comment des gens qui veulent militer puissent encore utiliser les services des entreprises contre lesquelles ils militent. Et se poser cette question-là, je trouve que c'est pertinent et j'adorerais, moi, pouvoir y participer. Par contre, moi j'ai vu que c'était à Bruxelles. La Bruxelles, c'est le FOSDEM. Le forum, ouais, mais je crois que eux aussi, ils sont off à côté ou. Je vous le dis tout de suite. Il me semble qu'ils sont également à Bruxelles. Pourtant, je l'avais noté. À Woluwe-Saint-Lambert. Donc, je ne sais pas où c'est. Je suis sûre que c'est pas loin de Bruxelles. C'est pas loin, normalement. L'idée, c'est de faire des événements parallèles. C'est un peu quand tu dis, Saint-Denis, c'est pas Paris. Oui, mais bon, ça se touche, quoi. Ça se touche. Donc, il y avait un dernier sujet, mais c'est vraiment trop juste. J'ai pas envie de l'entamer. La prochaine fois, je vais laisser la place aussi à... Voilà, je veux que Vincent, qui nous rejoint après la pause musicale pour sa chronique, ait tout le temps d'étaler sa chronique. Donc, je remercie beaucoup Bouquinette, Isabelle Carrère et G pour avoir participé à ce café libre. Avec plaisir, merci à toi. Et merci à vous, c'était une très très bonne ambiance. et donc je vous dis je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Merci. À une prochaine fois. Salut. À la prochaine. Et nous allons justement faire une pause musicale. Et après la pause musicale, nous entendrons une nouvelle chronique de Vincent Calam consacrée à la convivialité d'Ivan Illich. Nous allons maintenant écouter This Little Light of Mine par Olisna C00 et on se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. I'm gonna let it shine, this little light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. With this little song of mine, I'm gonna let it sing. Oh, this little song of mine, I'm gonna let it sing. This little song of mine, I'm gonna let it sing. Let it sing, let it sing, let it sing. This little love of mine, I'm gonna let it be. Well, this little love of mine, I'm gonna let it be. This little love of mine, I'm gonna let it be. Let it be, let it be, let it be. Oh, I'll just sing when it hurts, but I sing all the time. I'll just sing when it
I sing all the time. I just sing when it hurts. I sing all the time, the time, all the time, all the time. With this little life of mine, I'm gonna let it live. This little life of mine, I'm gonna let it live. This little life of mine, I'm gonna let it live, let it live, let it live, let it live. Nous venons d'écouter This Little Light of Mine par Olisna C00, disponible sous licence libre Creative Commons CC0, qui permet de placer son œuvre au plus près du domaine public, mais dans la limite des lois applicables. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Isabelle Lavani de l'April et nous allons passer au sujet suivant. Vincent Calam, informaticien, libriste et bénévole à l'April, nous propose une chronique lecture buissonnière ou comment parler du livre par des chemins détournés en partageant la lecture d'ouvrages divers et variés. Aujourd'hui, Vincent continue et conclut, si je ne m'abuse, sa présentation de La convivialité d'Ivan Illich, 4e partie. Bonjour Vincent. Ouais, bonjour Isa. Alors, comme tu dis, il y a une bonne ambiance dans le studio, ça va pas être facile de prendre la suite. Ça va être un peu plus laborieux. Voilà. Mais effectivement, comme promis, je vais clore aujourd'hui ma série sur la convivialité d'Ivan Illich. Alors, comme ça fait presque 3 mois qui se sont écoulés depuis la dernière, je vais faire un rapide résumé des épisodes précédents et que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Libre à vous. Alors, dans le premier épisode, j'ai donné quelques éléments de biographie sur Ivan Illich. Dans le deuxième, j'ai évoqué ce que Ivan Illich définissait par outil convivial et en quoi le logiciel libre pouvait répondre à cette définition. Et dans le troisième et précédent épisode, donc, je me suis arrêté sur d'autres conceptions introduites par Ivan Illich dans la convivialité, notamment celui de monopole radical, concept qui s'applique, hélas, très bien aux GAFAM. Alors, donc, pour terminer, j'avais l'intention de revenir sur ce que pouvaient apporter les travaux d'Ivan Illich au logiciel libre, mais alors ça mérite un petit avertissement, parce que ma chronique d'aujourd'hui va avoir une approche très personnelle, et bien sûr n'engage que moi, je ne prétends pas parler au nom du mouvement logiciel libre, du logiciel libre. Il serait plus juste de dire que je vais vous parler de ce que la lecture d'Ivan Illich m'a apporté à moi en tant que militant, dans ma démarche et mes réflexions personnelles. Donc, si vous m'écoutez et êtes libriste, vous êtes probablement venu au libre, peut-être pour des raisons différentes des miennes, et tant mieux, c'est ce qui fait la richesse du mouvement. Peut-être vous reconnaîtrez-vous dans mes propos, ou pas, et dans tous les cas, je serais ravi d'en discuter avec vous. En effet, une des questions qui me taraude, c'est celle de la finalité de mon engagement. Autrement dit, des logiciels libres, c'est bien, mais pourquoi faire ? Certes, on peut dire que la liberté n'a pas besoin de justification en soi, mais il n'a échappé à personne qu'aujourd'hui, au lendemain de l'intronisation de Donald Trump, le terme « liberté » est utilisé ad nauseam. En particulier, la liberté d'expression, qui nous est si chère, est utilisée pour disqualifier toute connaissance scientifique, tout socle commun de savoir partagé, tout débat contradictoire. À la sauce d'Elon Musk, la liberté, c'est vraiment le renard libre dans le poulailler libre. Bref, c'est triste à dire, mais parfois le terme « liberté » utilisé à tout va, ça donne froid dans le dos. C'est là qu'intervient, en ce qui me concerne, une lecture roborative comme celle de la convivialité d'Ivan Illich. De nombreuses fois, au cours de ma lecture, j'ai noté des passages en m'écriant « Mais c'est nous, ça !» Nous, je veux dire le logiciel libre. Alors même qu'Ivan Illich, n'écrivant au début des années 70, ne parle pas ou très peu de l'informatique.
J'ai retrouvé en effet beaucoup de ce qui me motive dans l'aventure de logiciel libre dans la définition que fait Ivan Illich d'une société conviviale, c'est-à-dire une société où l'humain contrôle l'outil et non l'inverse. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié cet usage du mot « outil » par Ivan Illich, que je trouve bien correspondre à ce qu'est un logiciel. En effet, écrire des lignes de code, c'est pas réaliser une œuvre d'art ou faire de la recherche fondamentale, mais bien façonner un outil dans le but de répondre à une demande ou résoudre un problème. Ce n'est pas par hasard que nous utilisons le terme de forge pour désigner un dépôt de code source de logiciel. L'analogie entre l'écriture, parfois laborieuse, de lignes de code et le martelage d'une pièce de métal pour lui donner une forme finale me semble à la fois poétique et judicieuse. Et c'est au concepteur de l'outil que revient la responsabilité d'en faire un outil convivial ou pas. Rappelons au passage que pour Ivan Illich, ce n'est pas la complexité ou non d'un outil qui détermine son caractère convivial. Un outil peut être très sophistiqué, comme un logiciel ou une imprimante 3D, et être convivial s'il assure l'autonomie de ceux qui l'utilisent, en offrant en particulier le choix de ne pas être utilisé. Et pour qu'un logiciel soit un outil convivial, c'est-à-dire contribuer à l'édification d'une société conviviale, ma conviction personnelle est, je ne vous étonnerai pas, que les 4 libertés du logiciel libre sont des conditions absolument nécessaires. Ce sont des conditions nécessaires, mais évidemment pas suffisantes. Heureusement, le mouvement du logiciel libre n'a pas attendu pour défendre d'autres valeurs que la seule liberté. Je n'ai pas fait d'études statistiques, mais je pense que le nombre d'occurrences du terme « partage » ne doit pas être loin de celui de liberté dans les discours du logiciel libre. Richard Stallman, le créateur du concept de logiciel libre, avait l'habitude dans ses conférences en français de résumer le logiciel libre par la devise « liberté, égalité, fraternité ». Manière, certes, de flatter son auditoire français, mais aussi de rappeler que la liberté n'avance pas seule. Voilà, je vais m'arrêter là. Peut-être dira-t-on que j'ai une lecture fausse de la convivialité, ou en tout cas orientée dans le sens qui m'arrange. Mais après tout, c'est le sort de tout ouvrage, et comme le disait Thierry Pacaud en tout début de son livre « Introduction à Ivan Illich », je cite, « Les pensées d'un auteur ne lui appartiennent plus dès lors qu'elles circulent, et il n'est pas rare alors qu'il ne se reconnaisse plus dans ce qu'on dit de lui ou ce qu'on lui fait dire. » En tout cas, maintenant, je ne me représenterai plus seulement comme militant du logiciel libre, mais avec la mention complète, militant du logiciel libre pour une société conviviale. C'est déjà un joli programme. Superbe conclusion pour ta série sur la convivialité de Ivan Illich. C'est ta dernière chronique sur ce sujet, donc je suis un peu inquiète. Sais-tu déjà quelle lecture buissonnière tu vas nous proposer le mois prochain ? Alors le mois prochain, c'est même la semaine prochaine. Ça, c'est l'aléa de la grille, du remplissage de la grille d'une émission de radio. J'ai eu 3 mois de blanc. Et là, tu dois rattraper. Alors je pense que j'innoverai parce que je n'écrirai pas ma chronique à l'avance. Parce que je présenterai les lectures en question à l'antenne. Moi, je ne veux pas déflorer le sujet. Ah bah oui. Bah oui. Non, mais c'était une question piège. Je voulais voir si j'arrivais à te faire cracher quelque chose. Mais tu es plus malin que moi. Donc, je suis ravie de savoir que je pourrai écouter une nouvelle chronique de Vincent la semaine prochaine. Merci. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Premier samedi du livre, samedi 1er février de 14h à 18h au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris dans le 19e. Venez aider vous faire aider à l'installer, à paramétrer des logiciels libres et toute distribution GNU Linux ou Android avec les nombreuses associations présentes. Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans ses locaux à Paris, au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. Une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé. Occasion de découvrir le studio, de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée radio ouverte aura lieu vendredi 7 février 2025 et Frédéric Couchet de l'April sera présente à cet apéro. Nous en avons parlé tout à l'heure lors du Café Libre. Le 1er et 2 février 2025 auront lieu en parallèle 2 événements autour du logiciel libre en Belgique. Le FOSDEM à Bruxelles et sa version off, le OFDEM, à Woluwe-Saint-Lambert. Désolé pour la prononciation. La deuxième édition d'Alpos, l'événement isérois autour du logiciel libre, se déroulera jeudi 20 février 2025 à Échirolles. Et Christophe Becquet, vice-président de l'April, il fera notamment une intervention au sujet des pépites libres, des ressources sous licence libre qu'il déniche et qu'il partage avec nous dans Libre à vous, justement, dans sa chronique.
mensuel. Et je vous invite, comme d'habitude, à consulter le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec le logiciel libre ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Luc, Bouquinette, G, Isabelle Carrère d'Antanac, Vincent Calam. Et aux manettes de la régie aujourd'hui, d'ailleurs, régie impeccable, c'était Julie Chomard. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Langen, Julien Lozman, bénévole à l'April, et Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Et merci aux personnes qui découpent le podcast complet des émissions en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibaud et Théocrite, bénévole à l'April, et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site libreavou.org 233 toutes les références utiles de l'émission de ce jour, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire de retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Et vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libreavou.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 4 février 2025 à 15h30. Notre sujet principal portera sur Paeco, logiciel libre de gestion d'associations en ligne. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 4 février 2025 et d'ici là, portez-vous bien.